Ils sont plus de 1000 candidats pour 577 sièges à pourvoir. On connaît donc la carte du second tour des élections législatives anticipées en France. Il reste 3 jours de campagne officielle. L'extrême droite caracole toujours en tête des intentions de vote, mais le front anti-Rassemblement national qui s'est formé à gauche et dans une moindre mesure au centre pourrait peut-être contrarier ses projets d'atteindre la majorité absolue dimanche prochain. On en parle tout de suite avec Christelle Craplet de BFA Opinion, Virginie Leguet qui est éditorialiste politique et Karim Yayaoui qui est aux abords de l'Elysée où va se tenir le dernier Conseil des ministres avant les élections. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Et bonjour à toutes les deux. Et merci de m'accompagner jusqu'à 10h45, Christelle Craplet, directrice de BVA Opinion, excusez-moi. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et Virginie Leguet, éditorialiste politique, notamment chez nos confrères de France Info, qu'on salue. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 10h45. On le disait pour commenter cette cartographie du second tour des législatives anticipées ici en France. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on prenne la direction des abords de l'Elysée où se trouve Karim Yayaoui. Bonjour Karim, je disais, va commencer dans quelques minutes le dernier Conseil des ministres, a priori sous l'ère Gabriel Attal, à quelques jours de ce second tour des législatives. Une ambiance assez lourde, on imagine ? Une ambiance lourde, certainement, parce qu'il y a un peu moins d'un mois, beaucoup des ministres qui travaillaient avec Gabriel Attal n'imaginaient pas que quelques semaines plus tard, ils devraient quitter leur poste. Lourde parce qu'il y a eu cette sidération qui a suivi la dissolution. Beaucoup de ministres ne l'ont pas comprise. Et puis cette dernière séquence avec cette stratégie de désistement voulue par Emmanuel Macron qui a rappelé à ses ministres que c'est un peu grâce aux voix de gauche qu'il avait pu être élu en 2017 et 2022, ce qui va complètement à l'antipode de la stratégie qui avait été mise en place avec cette volonté de renvoyer dos à dos les extrêmes. On ne parle plus d'extrême gauche, on parle de gauche, ce qui évidemment a suscité un certain nombre de frictions. On a vu Bruno Le Maire ne pas partager la stratégie de Gabriel Attal qui s'est senti obligé de rappeler que c'était lui le chef du gouvernement et que c'était lui qui menait la bataille. Donc beaucoup de tensions ces derniers jours, des stratégies pas toujours lisibles aux yeux des ministres qui sans doute sont amers pour un certain nombre d'entre eux alors qu'on se dirige vers l'inconnu avec une recomposition politique inédite depuis la création de la Ve République. Karim, pourquoi est-ce que Marine Le Pen accuse le président Macron de coup d'État administratif ? Alors il faut remonter au dernier Conseil des ministres, il me semble que c'était le 26 juin dernier. Il y avait eu un certain nombre de nominations, notamment des recteurs, un chef d'état-major, et Marine Le Pen a évoqué des rumeurs qui voudraient que Emmanuel Macron tente de savonner la planche de Jordan Bardella s'il parvenait à acquérir une majorité. Une façon d'expliquer que toutes ces nominations ont un but politique. Il devrait y en avoir d'autres aujourd'hui. En réalité, du côté de l'Elysée, on a souligné que c'est quelque chose de totalement banal qui se produit régulièrement. À la fin, au début de l'été, il y a des nominations importantes depuis plus de 60 ans. Et donc Marine Le Pen, en quelque sorte, affabule et qu'elle imagine des choses qui n'existent pas. Certains souligneront sans doute que c'est aussi une stratégie du côté de Marine Le Pen pour mettre en avant cette volonté d'Emmanuel Macron de tenter de mettre tous les moyens possibles et imaginables pour empêcher à l'avance Jordan Bardella. On a entendu ces derniers jours Marine Le Pen en quelque sorte évoquer ce nouveau arc républicain qui s'est constitué en adoptant une posture très différente. Du côté du Rassemblement national, aucun désistement. C'est une volonté d'apparaître comme un parti politique ou un groupe politique qui refuse les tambouilles et finalement, ça participe de la même logique en soulignant que du côté du président et du côté du gouvernement qui est à l'œuvre encore pendant quelques jours, on utilise tous les moyens pour tenter d'empêcher Jordan Bardella.
Karim Yayaoui aux abords de l'Elysée, merci beaucoup. Karim, retour sur ce plateau pour évoquer justement ce qui a occupé les appareils politiques à gauche et au centre et à droite dans une très moindre mesure ces derniers jours, ces questions des désistements pour le second tour des législatives anticipées. On connaît donc la cartographie et je le disais, dimanche prochain il y aura 390 duels, 108 triangulaires, 2 quadrangulaires, on va y revenir dans un instant. Il y a eu à peu près 200 désistements pour ce front républicain. La plupart, on le voit à l'antenne, par des candidats du nouveau front populaire. Virginie Leguet, est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, cette cartographie, a priori, empêche le Rassemblement national d'atteindre la majorité absolue dimanche prochain? Il semblerait que les désistements du nouveau front populaire, et c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut dans ces désistements, il y en a plus de 130, et singulièrement clarifié la carte électorale et l'offre, en tout cas, à laquelle vont se retrouver confrontés les électeurs. Il y a deux choses. Il y a les désistements des appareils, parce que là, ça s'est décidé au niveau... Et puis après, il y aura le comportement des électeurs. Que feront les électeurs, mettons, de la France Insoumise, pour prendre un exemple très marquant, quand ils auront à voter pour l'ancienne première ministre Elisabeth Borne ou d'autres représentants de la force macroniste? Est-ce que vraiment ils s'y résoudront au nom du Front républicain, ou est-ce qu'ils diront dans ces cas-là, j'y vais pas? Et ne pas y aller, ça favorisera le candidat du Rassemblement national. Je pense que le choix qui s'offre aux électeurs est très clair, et je dirais une chose, c'est que le fait qu'ils soient en très grand nombre pour voter, et que finalement ce premier tour n'a pas été peut-être de l'ampleur que certains imaginaient en faveur du Rassemblement national, montre qu'en France, il y a encore des gens qui ne sont pas prêts, en fait, tout simplement, qui sont pas prêts à donner le pouvoir au Rassemblement national, y compris peut-être même des électeurs qui y avaient pensé avant le premier tour. Il y a une réserve de voix, Christelle Craplet, encore pour le Rassemblement national pour ce second tour? Alors, il y a une petite réserve de voix quand on regarde le nombre de voix obtenues par le Rassemblement national au premier tour, et par exemple le nombre de voix obtenues au deuxième tour de la présidentielle. Je crois qu'il y a 2 millions d'écart de voix. Donc oui, il y a des réserves potentielles. Il y a incontestablement une dynamique très forte pour le Rassemblement national, et surtout, ce qui est différent, une volonté de gagner. Ils sont vraiment mus par l'espoir, et cette fois-ci, ils y croient. Mais cet espoir, finalement, provoque chez les autres un regain aussi de mobilisation. Alors, comme vous le disiez, toute la question va être: que vont faire les électeurs? Est-ce qu'ils vont appliquer un peu les consignes de vote des états-majors? Est-ce que, face à des duels où ils n'ont pas leur candidat, ils vont se reporter sur l'autre candidat? Ça, c'est vraiment l'inconnu. Dans les enquêtes, on a le sentiment qu'à gauche, le Front républicain refonctionne. La lutte contre le Rassemblement national reste un facteur de mobilisation important. Il n'y a pas un sentiment de lassitude des électeurs de gauche? Sans doute que c'est par dépit, mais on va dire que par rapport à 2022, où la perspective de victoire du Rassemblement national paraissait faible, là, comme ils sont plus aux portes du pouvoir, ça réactive quand même ce Front républicain. En revanche, auprès des électeurs de Renaissance et de droite, c'est plus mitigé. Dans les premières enquêtes que j'ai vues, il y a quand même le sentiment chez les électeurs de Renaissance d'y aller malgré tout, même si une partie renonce. C'est beaucoup plus mitigé à droite. Oui, on sait, Virginie Leguet, que pour les électeurs macronistes, disons, du centre, et a fortiori pour les candidats de la droite, canal historique, disons, des républicains sans Éric Ciotti, ça va être très compliqué d'aller voter, notamment dans les circos, il reste des candidats LFI. L'inverse est en plus vrai. Il faut bien admettre que les premières déclarations des représentants du macronisme, je pense à François Bayrou, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, étaient pour le moins, disons, nuancées. C'était, oui, le Front républicain, bien sûr, mais un candidat LFI, c'est non. Autrement dit, c'était pas tout à fait aussi carré qu'à gauche. Et ça, les électeurs l'ont parfaitement compris. Et Gabriel Attal, ce matin, d'ailleurs, ne disait pas tout à fait autre chose. L'ennemi numéro 1 reste la France insoumise, mais quand il y aura, que feront les électeurs quand il y aura effectivement le choix entre un candidat RN et un candidat de la France insoumise? Que feront les électeurs macronistes? Je ne sais pas. On leur demande parfois des écarts de vote et même de conviction qui sont très aussi aux électeurs de gauche qui disent, eux, ça fait des années qu'ils font le grand écart pour Jacques Chirac, on a voté pour Nicolas Sarkozy. Mais il faut bien reconnaître qu'à gauche, il y a une discipline de vote qui est très forte dans les appareils, sauf la France insoumise, mais qui est très forte aussi chez les électeurs qui peut-être se sentent excédés d'avoir eu à voter pour des candidats qui n'étaient pas les leurs spontanément, mais qui malgré tout retrouvent
leur forte conviction au moment où l'extrême droite devient une menace tout à fait tangible. J'aimerais bien qu'on explique justement cette différence de discipline entre les électeurs de gauche et ceux du centre. Mais d'abord, on va écouter, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, ce que disait il y a quelques minutes l'ancienne patronne de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui est donc Pivet, qui est bien sûr membre du parti présidentiel. Ça peut aller dans le bloc de gauche avec les écologistes, les socialistes, les communistes, et je dis bien les communistes de l'Assemblée nationale ou des gens comme Fabien Roussel qui malheureusement a perdu, mais qui sont des personnes avec lesquelles je partage des valeurs et une même vision d'intérêt général. Après, nous verrons en fonction de ce que mais pas la France les Français insoumise ont élu. La France insoumise, il y a certains parlementaires qui sont de très bons parlementaires qui partagent ces mêmes valeurs. Il y en a d'autres avec lesquels il n'est pas question de travailler. Voilà, sachant que le parti présidentiel, ces derniers jours, a fait le tri. Dans le tri, au sein de la France insoumise, il y a ceux avec lesquels on peut travailler et ceux avec lesquels ça n'est pas possible. Pour revenir sur ce qu'on disait juste avant cette intervention, Christelle Craplet, comment expliquer qu'à gauche, il y ait effectivement, et pas qu'à la faveur de ces législatives, une forme de discipline à chaque élection et de respect de la consigne du barrage faite au RN, quand au centre, c'est plus compliqué? Est-ce que c'est le signe que voilà, l'amalgame qui a été fait entre les extrêmes a fonctionné ou qu'est-ce... À gauche, il y a clairement un moteur qui est le rejet du Rassemblement national. C'est un moteur très fort. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué qu'en quelques jours, il y a eu une alliance à gauche qui paraissait assez improbable au regard des grosses divergences qu'il pouvait y avoir sur certains sujets. Mais tout le monde se rassemble contre le Rassemblement national et c'est aussi ce qu'on voit en général parmi les électorats. Au centre, comme toute cette campagne de premier tour a été effectivement faite par le parti présidentiel contre les extrêmes, on renvoyait dos à dos LFI et le Rassemblement national, c'est un peu plus compliqué. Un certain nombre d'électeurs sans doute vont se sentir déboussolés. Je pense que l'étiquette du candidat Nouveau Front Populaire va jouer. Ce ne sera pas, on voit dans les enquêtes, c'est pas la même chose, et ça rejoint ce que disait Yaël Braun-Pivet, selon que celui qui lead le Nouveau Front Populaire est LFI ou PS ELV, et probablement qu'il y a l'électorat centriste va être un peu fracturé entre ceux qui ne vont pas aller voter, ceux qui vont se ranger vers un candidat Nouveau Front Populaire, ceux qui vont faire le choix selon son étiquette, et puis ceux qui finalement vont se dire la lutte contre le Rassemblement national et prime sur tout le reste. Et puis les électeurs du centre sont moins habitués que les électeurs de gauche. Ainsi, on va à l'histoire politique récente à faire barrage et aller voter pour un candidat qui n'était pas de leur parti. Il faudra, Virginie Leguet, être attentif bien sûr à la participation et au vote blanc dimanche prochain. Il est probable qu'il soit important, ces votes blancs. Oui, et puis il faut bien reconnaître que pour un électeur du centre ou qui a été macroniste ces dernières années, il est bien compliqué de s'y retrouver quand on a eu un président de la République qui a mis un signe équivalent entre les deux extrêmes et qui a même dit ça sera la guerre civile si c'est l'un ou l'autre. Donc là, tout d'un coup, on leur dit oui, mais alors attention... Tout en changeant un peu dans la hiérarchisation des dangers depuis le premier tour. Sans doute, mais enfin... Pardon, mais l'Élysée aurait pu se douter que le résultat des européennes allait être sensiblement le même, pour ne pas dire peut-être amplifié, avec cette dissolution qui est intervenue juste après un vote qui avait déjà été très clair. Les électeurs ne se renient pas comme ça en quelque temps. Donc je ne sais pas ce qu'ils n'avaient pas anticipé, mais ça c'était anticipable, si je peux me permettre ce mot. Donc oui, pour les électeurs, on leur demande un grand écart auquel on ne les a pas du tout préparés. Alors que les électeurs de gauche, ils sont assez préparés. Ça fait des années qu'ils font ça fait des années qu'on leur demande, et ça fait des années que là-dessus, les partis de gauche, je fais une toute petite nuance pour LFI, mais les partis de gauche sont extrêmement, j'allais dire, exemplaires. Virginie Leguet, Christelle Craplet, l'abstention pourrait être forte de la part d'électeurs pour qui vraiment c'est insurmontable d'aller voter pour un candidat qui est à l'extrême opposé de leurs convictions. Oui, ça serait intéressant à voir l'abstention. Traditionnellement, je regardais un peu l'historique sur les dernières législatives. On a une abstention un peu plus forte au deuxième tour, sauf en 97, où c'était justement après une dissolution. Là, c'est assez inédit, le contexte. Donc, on va voir ce qui se passe. Il n'est pas du tout exclu qu'il y ait effectivement une abstention plus forte parce qu'un certain nombre d'électeurs ne se retrouvent pas dans cette configuration et refusent de faire un choix, ou qu'il y ait, et ça on le voit souvent sur des deuxièmes tours, une hausse des votes blancs. Après, le système fait que même s'il y a beaucoup de votes blancs, qu'on le notera, on regardera que les exprimés et donc on n'en tiendra pas vraiment compte dans les résultats. C'est ainsi le système électoral français. Un mot encore sur la cartographie. Le vote blanc n'est pas comptabilisé. Il reste... on le mentionne, mais c'est vrai que dans les résultats... Il n'est pas comptabilisé. Encore un mot, pardon, allez-y. Non.
Non, sur la cartographie, il reste quand même une centaine de triangulaires. C'est beaucoup plus que d'ordinaire pour des législatives. On disait tout à l'heure que ce barrage républicain pourrait empêcher le RN d'obtenir sa majorité absolue dimanche prochain. Est-ce que quand même cette centaine de triangulaires peut remettre en cause ce barrage qui va exister qui existe dans les autres duels? Si les triangulaires dont on parle, le RN est arrivé en tête au premier tour, on peut se dire qu'ils sont quand même en position assez favorable mathématiquement pour conserver finalement le même rapport de force au deuxième tour et faire que il suffit d'être premier, même avec un score assez limité. Et donc ça pourrait effectivement les favoriser. On dit plein de choses sur le Front républicain, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une très très forte dynamique pour le Rassemblement national. Ils sont présents dans un grand nombre de circonscriptions et mathématiquement, ils obtiendront bien plus de députés qu'ils n'en ont aujourd'hui. Oui, à minima, une majorité relative très forte. Ça semble acquis à l'heure où l'on se parle. Tout semble indiquer que s'ils n'ont pas la majorité absolue, ils seront d'une façon ou d'une autre le groupe le plus puissant à l'Assemblée nationale. Ça, je ne crois pas que personne ne soit capable de rivaliser cette force-là. Ils vont être le groupe le plus puissant à l'Assemblée nationale. Encore un mot, sans bien sûr minimiser les intentions de sondage en faveur du Rassemblement national, sur ces appels au barrage qui ont pris des formes diverses ces derniers jours. On ne compte plus les tribunes, des historiens, des intellectuels, y compris dans certains médias, des artistes, etc. On a vu ces derniers jours ce clip de rap au relent par moments complotiste. Chacun appréciera. Ces dernières heures, un tweet de la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura. Je pense pas, sauf erreur de ma part, qu'elle s'était jusqu'ici exprimée politiquement jusqu'ici. Est-ce que Christelle Craplet, historiquement, ce genre d'appel, est-ce que ça convainc au-delà de ceux qui sont déjà convaincus? Souvent, ça renforce plutôt les gens qui sont déjà convaincus. Alors, le fait qu'il y a eu aussi des influenceurs au premier tour qui ont un peu pris position. Des footballeurs. Voilà, des personnalités un peu différentes qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre position politiquement. Ça peut peut-être jouer à la marge sur certaines catégories de population. Je pensais aux plus jeunes, dont la participation au vote est assez erratique et dépend un peu des enjeux. Il me semble quand même que ça va rester relativement à la marge et on n'a jamais vu un appel qui tout d'un coup mobilisait fortement. En général, ça prêche un peu les convaincus. Virginie Leguet. Oui, je pense que malgré tout, et là je rejoins ce que Christelle vient de dire, le fait que des personnes qui ne s'exprimaient pas sur la politique aient pris la peine de le faire là, pendant cette campagne extrêmement courte, et parfois en des termes extrêmement simples et extrêmement, je trouve, touchant ou convaincant. Je pense par exemple à l'acteur Roch Dizem qui a raconté comment il avait grandi dans une culture d'abord catholique, puis après une culture juive, puis après une culture musulmane, et que tout ça faisait l'homme qu'il était aujourd'hui. C'était des mots très simples et c'était des mots qui peut-être sont de nature à parler aux électeurs qui malgré tout ont une idée de ce qu'ils voient autour d'eux, du village, de la ville, du bourg dans lequel ils vivent, et ils voient bien qu'on cohabite ensemble. On est différents, on n'est pas les mêmes et on cohabite ensemble. Ils le voient, même s'ils peuvent trouver qu'il y a trop d'immigrés, que le pays ne contrôle pas ceux qui arrivent. Il n'en reste pas moins, je trouve, et j'en ai été même agréablement surprise, que les Français ont ce sentiment-là, que le vivre ensemble, bien que je hais cette expression, a un sens encore. En revanche, ça peut peut-être mobiliser contre les électeurs du Rassemblement national qui peuvent avoir le sentiment que le système se ligue contre eux, ne les comprend pas. Et c'est vrai que ça peut aussi avoir un effet paradoxal et un peu... Sauf que précisément, quelqu'un comme Aya Nakamura, on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit issue du système. Elle est aujourd'hui une star internationale, mais dans ce qu'elle renvoie, c'est pas vraiment... elle-même ne se qualifie pas d'élite ou on ne peut pas dire qu'elle soit hors sol. Non, bien sûr, mais quand je parlais du système, c'est par la manière dont parfois le Rassemblement national où les électeurs ont le sentiment d'être exclus et que tout le monde est contre eux, ne les comprend pas. Et ça, c'est vrai que ça peut poser question, tous ces désistements, même pour des électeurs qui déjà expriment une forme de colère, de frustration, d'amertume, de se dire finalement on les empêche de s'exprimer et de gagner potentiellement quelque part. Et j'ajouterais qu'on voit ressurgir cette expression d'il y a quelques années, l'UMPS, l'UMP étant l'ancêtre de LR, c'est tous les mêmes. Et quand il faut se protéger eux-mêmes, ils se protègent. Et tant pis s'ils ne pensent pas pareil. Et ça, c'est un ressort très actif chez les électeurs du Front National devenu Rassemblement National. C'est que oui, le système s'arrange pour garder le pouvoir, ce qu'il a d'ailleurs fait pendant des années. La gauche et la droite se sont succédés au pouvoir jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron pendant toute la Ve République.
Alors justement, c'est non pas ces électeurs RN, mais ces candidats RN, si on continue d'essayer de regarder dans le détail cette cartographie, cette offre qui va être faite aux Français dimanche prochain. Sur les candidats RN qui pourraient entrer à l'Assemblée nationale, il y a eu des dizaines de postulants investis par l'extrême droite, épinglés dans la presse, dans les médias, pour des propos condamnables. Alors certes, il y a eu cette candidate à Caen qui a retiré sa candidature hier après la diffusion d'une photo d'elle portant une casquette de nazi. Mais il y a quand même des candidats qui vont participer au deuxième tour. Au second tour, je vous donne 2 exemples. Candidat des Bouches-du-Rhône, qualifié pour le second tour, qui écrivait il y a 2 ans, je crois, sur sa page Facebook à propos du chanteur Maître Gims, je la cite, qu'il retourne de là où il vient, qu'il amène toute sa tribu avec lui, qu'il aille traire la chèvre, ça nous fera des vacances. Fin de citation. Autre candidate RN, elle aussi qualifiée en Mayenne, qui, elle était interrogée sur la dimension raciste, à minima xénophobe de son parti, a eu ses propos. Je ne suis pas raciste, j'ai comme ophtalmo un juif et comme dentiste un musulman. Fin de citation. Ma question, c'est ces candidats ayant tenu ces propos ont été qualifiés pour le second tour. Qu'est-ce que ça veut dire des électeurs? Est-ce que ça veut dire que ces propos ne comptent pas pour eux? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ces propos? On a dit que la figure de Jordan Bardella était tellement forte qu'elle écrasait absolument tout ce que les candidats RN pouvaient tenir. Voilà, c'est la question que je me posais. Quand on a fait une enquête le jour du premier tour pour voir quelles étaient les motivations des électeurs du Rassemblement national, alors beaucoup parlent du programme, mais c'est le programme en général du Rassemblement national. Ils ne regardent pas forcément candidat par candidat s'il y a des nuances. Et puis l'étiquette. Donc, à mon avis, ils regardent surtout l'étiquette. Ils ne connaissent pas. Il y a très peu de figures très identifiées, même localement. Il y en a quelques-unes, mais pas autant que les 577 circonscriptions. Donc, je ne suis pas sûre, effectivement, qu'ils aient regardé tous les propos. Quelle va être l'influence de la mise en exergue de ces dérapages? Je ne suis pas sûre que ça contribue à les faire reculer, parce que ce n'est pas ça derrière leur motivation. Eux, ils veulent que Jordan Bardella soit au pouvoir. Ils veulent gagner à l'échelle globale, à l'échelle nationale, et que ponctuellement, tel ou tel candidat tienne tel ou tel propos. Je ne suis pas sûre que ce soit très compromettant. Voilà, on rappelle bien sûr que la xénophobie ou l'homophobie sont des délits ici en France, exprimés dans l'espace public. Virginie Leguet, voilà, même question. Comment expliquer que les électeurs du Rassemblement national, au-delà même de la teneur du propos, ne semblent pas tenir rigueur à leur propre candidat? Je ne sais pas s'ils ne tiennent pas rigueur à leur candidat ou s'ils se disent tant pis, c'est notre moment, on y va, on ne les laisse pas passer. Je note quand même que pendant des années, le Front National devenu Rassemblement National a eu un énorme problème de recrutement, et que souvent les gens qui étaient investis dans les circonscriptions, comme ils estimaient qu'ils les perdraient de toute façon, étaient un peu choisis, j'allais dire presque au hasard, et parfois avaient des profils plus que discutables. Alors, ils ont répété inlassablement qu'ils avaient fait le tri dans leurs candidats. On voit bien que non. On voit bien que quand ils doivent investir, et là ça s'est fait de façon extrêmement rapide, investir des tas de candidats sur l'ensemble des circonscriptions françaises, ils investissent qui ils peuvent, là où ils peuvent, quand ils trouvent même des candidats. Il ne faut pas penser qu'il y a une armée de gens qui sont prêts à être députés du Rassemblement national. Il y en a, mais pas tant que ça. Et dans ce qu'il y a, il y a un peu de tout. On a trouvé aussi, je le rappelle, mais je ne fais pas d'équivalence, on a trouvé aussi au sein de LFI des gens qui tenaient des propos plus que discutables, pour ne pas dire autre chose. Les électeurs, et là je rejoins ce qui a été dit, quand ils voient les affiches électorales, ils voient la photo de Marine Le Pen, la photo de Jordan Bardella, quasiment ça leur suffit. D'ailleurs, il y a eu des témoignages dans des bureaux de vote pour le premier tour d'électeurs qui ne voyaient pas la figure de Jordan Bardella et qui du coup ne comprenaient pas qui était. Enfin, c'est assez saisissant. Ça dit quand même la puissance de la marque Bardella sur ce vote. Oui, c'est sûr. Et puis il a joué énormément dessus, parce que c'est une personnalité qui est relativement populaire, même si c'est pas non plus un plébiscite absolu, mais qui effectivement a permis de donner une image plus rassurante pour certains électeurs. Il n'a pas le nom Le Pen, il est jeune, il s'exprime bien, et ça fonctionne assez bien effectivement chez un certain nombre d'électeurs RN. Oui, non, mais c'est pareil. Jordan Bardella, à 28 ans, n'a jamais été élu au niveau national, sauf erreur de ma part. Il a été eurodéputé, n'a jamais vraiment travaillé. Ses électeurs, pareil, semblent absolument pas douter de sa capacité à y aller et à faire le job.
C'est-à-dire que les électeurs se disent, on l'a vu sur TikTok, je sais pas, manger de la compote. Manger des bonbons avant un oui, débat. Voilà. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que en 40 ans ou 50 ans, ça dépend de jusqu'où on remonte, le Front National devenu Rassemblement National est devenu un parti central dans toutes les couches de la population, dans quasiment les départements. Je crois qu'aux européennes, et vous me direz si je me trompe, il est arrivé en tête dans 9 communes sur 10. C'est pas du tout un hasard et ça vient de très loin. Donc là, après dire oui, alors Jordan Bardella n'a absolument pas l'expérience. Je pense qu'ils en sont convaincus. Je pense qu'ils en sont convaincus. Il n'a absolument pas les capacités d'être un Premier ministre. Ils en sont partiellement conscients. Mais le mouvement est bien plus profond que ça. Tant pis, il faut avaler toutes ces réticences et il faut y aller. C'est vraiment leur mantra à tous. C'est, vous savez, cette petite phrase, on a tout essayé, sauf ça. Et bien là, ils sont prêts à essayer et tant pis pour les failles parfois très visibles pour les autres. On marque une courte pause, Christelle Craplet, je vois que vous vouliez intervenir. Une courte pause, 3 minutes, on se retrouve juste après pour poursuivre cette discussion. Il est 10h30 ici à Paris, la suite de Parlons-en, aujourd'hui consacrée à la cartographie du second tour des élections législatives en France. Ce sera dimanche et depuis hier soir, on en sait un peu plus sur les duels, les triangulaires, l'offre qui sera présentée aux Français dimanche pour éventuellement faire basculer la majorité à l'Assemblée nationale. On en parle avec Christelle Craplet, directrice de BVA Opinion. Encore merci d'être là, et Virginie Leguet, éditorialiste politique, notamment chez nos confrères de France Info. Merci aussi à vous d'être là. On évoquait juste avant la pause l'éventualité d'un Jordan Bardella Premier ministre, si toutefois le RN obtient la majorité absolue à l'issue du second tour dimanche, ce qui n'est pas du tout exclu à l'heure où l'on se parle. Je voudrais qu'on se projette un peu au-delà de ce second tour. Si le RN ne parvient pas à obtenir cette majorité relative, on entend depuis quelques heures la majorité présidentielle évoquer, dans la voix notamment de Gabriel Attal, cette idée d'une assemblée plurielle avec des groupes qui travailleraient projet par projet ensemble. Christelle Craplet, peut-être si on essaie de se mettre dans la tête des électeurs, qu'est-ce qu'un discours comme ça qui vient remplacer un autre discours qui était celui de l'équivalence entre la gauche et l'extrême droite qu'on a entendu depuis les européennes? Qu'est-ce qui peut produire comme effet électoral dimanche prochain? C'est un peu la question. À part brouiller les... C'est un peu la question. C'est compliqué. Je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui sont perdus. Alors, sur des électeurs modérés, peut-être que ça peut remettre un peu d'espoir malgré tout, parce que s'ils sont contre justement les extrêmes qui se disent finalement il n'y aura pas de majorité absolue du Rassemblement national, peut-être qu'on peut se retrouver sur certains projets. Peut-être certains peuvent être motivés, mais pour beaucoup, ça suscite sans doute un peu l'interrogation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au regard des 2 années qui viennent de se passer, de la campagne, il y a quand même de fortes divergences. On a un peu du mal à voir sur quel projet, sur quelle ligne, même sur quelle personnalité ils pourraient s'entendre. Mais on est tellement dans une configuration inédite que on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Virginie Leguet, quel degré de réalité politique a aujourd'hui cette assemblée plurielle, enfin cette idée d'assemblée plurielle portée par certains macronistes, à commencer par le Premier ministre? Oui, certains macronistes qui ont peut-être conscience que ce ne sera pas eux qui auront le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Moi, il me semble que le centre de gravité, si tant est qu'il y en ait un, de cette Assemblée plurielle et peut-être de ce gouvernement pluriel, viendra quand même de ce groupe qui aura eu le poids le plus important à l'Assemblée nationale. Alors, ils veulent... Évidemment, j'imagine... Sachant pardon que le groupe qui aura le nombre de députés le plus important à l'Assemblée nationale, a priori... Voilà, donc ils veulent le faire sans le Rassemblement national. Mais le groupe macroniste sera fragile, beaucoup plus fragile peut-être que ce qu'il imagine. Est-ce qu'il aura les moyens de conduire une coalition entre la gauche modérée, la droite modérée, parce que maintenant il y a une droite dure qui veut aller vers le Rassemblement national? Est-ce que numériquement, est-ce que ça suffira? Parce que je rappelle que la majorité absolue, c'est 289 sur 577 députés. Il faut une majorité pour faire passer les textes d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas. Quelle sera cette formule qu'on apprenait quand on était enfant? Le
plus petit dénominateur commun, le PPDM. Eh bien, je ne sais pas quel sera le PPDM. Qu'est-ce qui rassemble des gens qui, pendant 7 ans, il faut bien le reconnaître, ont été mis à rude épreuve, même soumis à un traitement extrêmement agressif de la part des macronistes. Ils n'ont eu de cesse que de taper sur la gauche, que de dépecer la droite, et finalement on leur dit aujourd'hui « Ah, mais on a besoin de vous !» Mais ils sont aussi victimes de leur propre comportement, c'est-à-dire que ce qu'il reste de la droite et ce qu'il reste de la gauche ne leur permettrait pas numériquement de former une coalition qui pèse. Sachant qu'on sait ce que ça a coûté à la gauche, même si effectivement elle a fait acte d'union en un temps record après l'annonce de la dissolution. On se souvient de la violence verbale des élections européennes entre Insoumis et Raphaël Glucksmann par exemple. Donc quand on dit la gauche à l'issue des élections de dimanche, de quelle gauche parle-t-on? Et à ce sujet, chacun a son point de vue. On va écouter l'ancien président socialiste François Hollande. L'union qui s'est faite a permis précisément de rééquilibrer la gauche. Et c'est pour ça que je me suis aussi engagé. Parce qu'il était nécessaire que la gauche puisse avoir ses sensibilités. La gauche radicale fait partie de celle-là. Et un parti socialiste plus fort. C'est le parti socialiste qui va sortir sans doute renforcé du scrutin. Et donc ça va être utile à toute la gauche. Vu des résultats, il peut y avoir un groupe socialiste qui soit le double de celui qu'il était jusqu'à présent. Voilà, ce qui va se jouer aussi numériquement dans l'Assemblée à venir. À gauche, c'est lesquels des socialistes ou des insoumis sera en position de force dans ce groupe. L'ex-président Hollande croit que les socialistes pourraient rivaliser. C'est évidemment pas ce que pensent les insoumis. Oui, ça va être une vraie question, parce que là, ils ont tous été élus quand même sur l'étiquette Nouveau Front Populaire. Donc, est-ce que à l'issue des élections, ils vont se refracturer et les divergences qui ont pu s'exprimer, notamment pendant les européennes, vont ressurgir avec d'autres coalitions, ou est-ce qu'ils vont quand même rester sous cette bannière qui était quand même celle de l'Union, parce qu'ils ont fait campagne sur un programme, donc c'est aussi compliqué après d'expliquer, non, finalement, on n'est plus dans cette coalition. Sincèrement, voilà, je ne sais pas, on va voir ce qui se passe, et tout dépendra effectivement du nombre au sein du Nouveau Front Populaire, de chacune des forces. A priori, au vu des circonscriptions qui ont été réparties, LFI restera numéro 1, mais à combien de députés? Est-ce que, comme le dit François Hollande, il y aura plus de députés PS? Vraiment, ils vont compter, je pense, au soir du 7 juillet, toutes les circonscriptions. Les figures repoussoirs chez LFI pourraient jouer là en faveur de certains députés socialistes. Est-ce que Emmanuel Macron, le parti du président, ne se dit pas, l'explosion que la gauche n'a pas connue à l'issue de la dissolution, peut-être elle la connaîtra à l'issue du second tour des législatives? Mais dans la précédente Assemblée, chacun des groupes de la NUPES, puisqu'il s'agissait à l'époque de la NUPES, était dans son groupe. Et pouvait se comporter parfois différemment. Là, on voit déjà que LFI a dit « nous, c'est niet, il n'y aura pas avec nous de gouvernement de coalition ». La stratégie du LFI, elle est totalement différente. Elle est on ne pactise pas avec l'ennemi, on ne fera aucun arrangement, même pour tenir le pays, et on sera dans la lutte. Ce qui n'est pas ce que dit Marine Tondelier, la chef des écolos, ce qui n'est pas non plus a priori ce que disent les socialistes. Mais eux, ils ne cherchent pas l'équilibre du pays, ils cherchent probablement le chaos, la panique, la pagaille, et peut-être préparer 2027. Ce qui se passe là aujourd'hui, on voit bien que ça n'intéresse pas tellement Mélenchon. Et je me demande même si toute la stratégie de Mélenchon, qui est très provocante, très jusqu'au boutiste, n'est pas ça. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas... j'allais dire, probablement pas, je pense pas qu'ils cherchent une majorité RN, j'irai pas jusque-là, mais qu'il n'y ait pas de réel raz-de-marée à gauche, en faisant en sorte que l'Union soit fracturée depuis le début, parce qu'elle est déjà fracturée depuis le début, on le voit bien, les discours sont dissonants entre LFI et les trois autres forces de la gauche, et faire en sorte qu'il n'y ait au bout pas d'accord possible, en tout cas entre eux et ce qui sortira des urnes. C'est vraiment une stratégie de conflictualité, mais assumée par Mélenchon depuis toujours. Sachant que ce qui pourrait aussi sortir de ce second tour, c'est une gauche qui s'émanciperait, pourrait marginaliser la ligne mélenchoniste de LFI. C'est aussi un scénario possible. C'est possible, mais encore une fois, ils ont quand même fait campagne tous sous la même étiquette, sous le même programme. Donc, en même temps, tout est tellement différent, tout est tellement inédit, on ne sait jamais. Mais c'est quand même un peu compliqué pour, même ne serait-ce qu'un socialiste ou un écologiste, de dire on a fait campagne sur ce programme, qui est quand même un programme vraiment de gauche, et tout d'un coup, on va aller discuter avec les macronistes qu'ils ont quand même critiqués avant. Rien n'est exclu parce que la situation sera vraiment compliquée et qu'il existe de vraies divergences de fond qui n'ont pas disparu. Mais voilà, ça paraît un peu quand même
aussi complexe quand on regarde la campagne qui vient d'avoir lieu pour les législatives. Ouais, quels que soient les scénarios à l'issue de dimanche soir, majorité absolue pour le RN, majorité relative, situation de blocage, gouvernement d'experts, on les a déjà évoqués. Est-ce que Emmanuel Macron peut vraiment tenir jusqu'en 2027 ? Alors, il a déjà dit qu'il ne démissionnerait pas. Il peut se maintenir, oui, s'il le décide, il peut se maintenir jusqu'en 2027. Son mandat à lui personnel n'est pas en jeu. Est-ce que politiquement c'est tenable, quel que soit le... Je rappelle qu'il ne peut pas dissoudre à nouveau pendant un an. Donc, il peut essayer de trouver une solution pendant un an, vaille que vaille, tenir pendant un an et recommencer dans un an. Mais je crois que quel que soit le scénario, on rentre dans une période politique qui va être sombre, dure, fracturée. Ce qu'ont dit les électeurs, là, ils ont été plus de 10 millions à voter pour le Rassemblement national. C'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça. C'est un véritable cri de rage, de colère, de ce sentiment de ne pas maîtriser son destin, ce sentiment d'avoir été oublié et que les politiques suivis depuis, mais bien avant Macron, n'ont été destinés qu'à certains et jamais à eux. Que ça soit vrai ou faux, ce n'est plus la question. Mais est-ce que ce sentiment-là, très, très fort, très ancré, va se contenter d'une alliance à minima ? Je ne sais pas. Je ne vois pas comment ça va se passer bien. Ça peut se passer que mal, quel que soit le cas de figure. Oui, c'est intéressant, Christelle Craplet. Comment est-ce que si le RN n'obtient pas la majorité absolue, la colère, le sentiment de déclassement, d'oubli exprimé par 10 millions d'électeurs au premier tour pourrait se transformer, elle sera toujours là, cette colère. Oui. Et si elle ne se sent pas à nouveau représentée à sa juste mesure dans cette assemblée, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Ça peut contribuer à renforcer ce sentiment qu'on voit beaucoup dans les enquêtes de rejet du politique, de distanciation très forte à l'égard du vote. Là, il y a eu un retour aux urnes, quelque part, qui pourrait du coup se manifester, si on a le sentiment de ne pas avoir été entendu, par de nouveau un repli et le sentiment que finalement tout ça ne changera rien, ce qui, pour la démocratie, n'est pas forcément très positif quand une grande partie des citoyens ont le sentiment que le système ne fonctionne plus, qu'ils ne sont plus entendus. Alors que là, pour le coup, c'est la loi de la démocratie. Mais tout à fait, voilà. C'est un peu le paradoxe. Mais encore une fois, le Rassemblement national a une dynamique et est très fort, mais il n'est pas encore majoritaire et il y a encore une majorité de Français qui ne souhaitent pas forcément qu'il soit là. Donc c'est purement démocratique. 63%, je crois, selon certaines enquêtes d'opinion. C'est purement démocratique, mais ça peut renforcer chez ces personnes-là le sentiment finalement ça ne sert à rien. Encore une fois, aller voter, finalement, ça ne permet pas de faire passer ses idées et donc d'exprimer une forme d'amertume. Ouais, sachant que ce qui s'est passé il y a, je perds le fil dimanche dernier parce que tout va très vite, est intéressant. Cette participation qui a été la plus forte depuis 27 ans à des législatives, elle a profité à tous les partis. D'aucuns auraient pu penser qu'elle allait renforcer un côté ou l'autre. Non, pas du tout. Et ça dit beaucoup aussi de la moyennisation du vote Rassemblement national, que cette participation ait renforcé tous les partis et pas nécessairement que la gauche. En tout cas, il est vraiment c'est extrêmement important de se dire que ce qui est sorti des urnes dimanche dernier est vraiment l'expression des Français. Là, ils ne s'y sont pas trompés, ils ont été votés pour qui ils voulaient. Ça a été moins, j'allais dire, prévisible que ce que les gens imaginaient. On pensait à une énorme vague Rassemblement national. Elle est très forte. Est-ce qu'elle est aussi énorme que ce que certains avaient imaginé ? Je ne sais pas. La gauche, l'union de la gauche s'en sort peut-être pas si mal, on verra au deuxième tour. Et les Français, en tout cas, ont fait leur ce scrutin. Et ça, il n'y aura rien à dire après sur la légitimité ou non de ce scrutin. Ce scrutin est parfaitement légitime et parfaitement représentatif de ce que pensent les Français aujourd'hui. Oui, ce que cette participation a dit Christelle Craplet, c'est quand même au-delà de tout ce qu'on peut penser les uns les autres à titre personnel, quand même une envie d'en être, quoi. Et ça, si on devait peut-être se raccrocher à quelque chose de positif, c'est quelque chose, une envie. On voit à quel point les débats sont regardés, les analyses sont suivies. Il y a quand même un moment politique qui emmènera la France d'un côté ou d'un autre. Mais il y a quand même un moment politique qui intéresse. C'est ce que vous disent les gens que vous interrogez. Il y a une réactivation du politique et toute cette distance dont je parlais tout à l'heure, qu'on lisait dans les enquêtes, le sentiment que le vote ne sert à rien. Là, quand même, il y a eu une réactivation, un sentiment qu'il y avait un enjeu, qu'il y avait un intérêt à aller voter. Effectivement, ça redonne aussi du poids aux législatives parce que traditionnellement, finalement, le seul scrutin pour lequel les Français se déplaçaient, alors j'allais dire massivement, c'est quand même que les 3/4 qui allaient voter c'était la présidentielle et les municipales modulo l'épisode Covid. Là, ça redonne
aussi finalement du poids à ce Parlement, à voir effectivement après comment ça se traduit et si derrière les gens s'y retrouvent, parce qu'on a effectivement un paysage politique très fragmenté et des Français très divisés. Sachant que le calendrier a été chamboulé, je rappelle pour ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas forcément que les législatives en France sont normalement organisées après les présidentielles. Depuis l'instauration du quinquennat. Voilà, et d'ordinaire, c'est vrai qu'il n'y a pas une inclinaison à aller voter incroyable après les présidentielles. 1 sur 2 voilà. sur les derniers scrutins législatifs, grosso même moins d'1 sur 2 en 2022. Donc c'était vraiment, effectivement, les législatives avaient perdu un peu de leur intérêt. Et là, on retrouvait, à la faveur du contexte et surtout de cette dissolution, un intérêt aux yeux des Français. Est-ce que les Français seront nombreux à aller voter dimanche prochain? Eh bien, question posée. On se retrouvera lundi matin pour avoir la réponse. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues ce matin sur ce plateau. Christelle Craplet, directrice de BVA Opinion, Virginie Leguet, éditorialiste politique, notamment chez nos confrères de France Info. Merci encore. Tout de suite, eh bien, on continue de parler de législative car c'est l'heure des clips de campagne. On se retrouve pour le journal de 11h. À tout à l'heure.